Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il a prêté serment le 22 janvier 2018 pour un mandat de 6 ans et porte en lui l'espoir de tout un peuple. Il a promis une meilleure gouvernance au Libéria. George Weah, c'est de lui qu'il s'agit, est un président au parcours atypique. Mais que dire de ses premiers pas de chef d'État? Que dire de l'homme une fois confronté à la réalité du pouvoir? Quels sont les grands chantiers déjà entamés et quelle chance de les voir aboutir? 3 invités avec moi pour en parler. Alafé Wakili, vous êtes le directeur général du quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan. 15 ans déjà d'existence, c'est dire que la politique africaine n'a pas de secret pour vous, pas plus que ne l'a celle de Libéria, votre voisin. Vous connaissez très bien le président George Weah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fasso Camara, vous êtes enseignant, vous êtes originaire du Libéria. Pour vous, depuis 10 ans, rien n'a véritablement changé au Libéria. Vous parlez même déjà de déception. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Brice Moussamba, vous êtes le président du cercle de réflexion République Nouvelle, avocat au barreau de Paris. Lorsque George Weah avait été élu, vous aviez même parlé de moments historiques. Alors, qu'est-ce qui a véritablement changé depuis 10 mois? Quel regard porté sur les premiers pas de l'homme à la tête du Libéria? On en parlera au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce 22 janvier 2018, le sénateur de Moronvia, devenu président, prêtait serment devant 35 000 spectateurs. Mais 10 mois après son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qui a véritablement changé? Quel regard porté sur la gouvernance, sur les débuts de gouvernance de George Weah? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Graziella Chakonté. Presque 10 mois qu'il est à la tête du Libéria. 10 mois qu'il porte les espoirs de tout un peuple. Le 22 janvier 2018, George Weah, unique Africain ballon d'or de football devenu président, entame dans un stade pavoisé aux couleurs nationales le plus long match de sa carrière, un match politique de 6 ans. Son discours, un vaste programme, du renforcement de l'unité nationale à la lutte contre la corruption, en passant par le développement des infrastructures, l'homme a de grandes ambitions pour son peuple. Mais presque 10 mois après son arrivée au pouvoir, quel regard porté sur les premiers pas de George Weah en tant que chef de l'État? Les voyants sont-ils au vert pour la réussite de son mandat? Décryptage. Malversations en tout genre, chômage galopant, économie à genoux. Lorsqu'il prend les rênes du Libéria, George Weah doit relever des défis titanesques. Mais l'homme a voulu d'abord marquer les esprits en baissant son salaire de 25%, de même que celui de ses ministres, avec une devise qui lui est chère, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cette transition a été atteinte grâce à la volonté libre et démocratique du peuple libérien, garantie par l'État de droit. Ensemble, nous devons à nos citoyens de la transparence sur des problématiques fondamentales, telles que la propriété foncière, la liberté d'expression et la façon dont les ressources naturelles et les responsabilités doivent être partagées. Ministres, directeurs généraux et directeurs centraux de l'administration, nul n'est épargné. Il installe ses hommes de confiance et mise sur l'efficacité, se voit alors propulsé de parfaits inconnus à la tête de l'administration. La méthode déplaît et fait grincer des dents. Si il doit travailler avec des gens qui ont des réputations pas si glorieuses aux yeux des Libériens, je pense qu'il doit les circonscrire. Il doit s'assurer que eux, ils suivent son cadre idéal. Mais le nouveau président est soucieux de l'unité et de la cohésion nationale. Mieux, il veut entretenir des rapports de bon voisinage avec ses homologues de la sous-région. Il écoute, reste attentif et veut apprendre auprès de ses pairs. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères et des peuples amis. Et nous avons vécu les mêmes affres. Bien sûr, les difficultés que le Libéria a connues il y a un peu plus de 25 ans. Et évidemment, les problèmes de la Côte d'Ivoire en 2010
à l'occasion de la crise post-électorale. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt comme développer la confiance entre nos populations et échanger nos expériences en matière de développement. Avoir une convergence de vues en matière politique et diplomatique, car nous sommes dans la même union, la même zone avec la CEDEAO. Mais les Libériens sont impatients tant les espoirs soulevés par l'élection de Mr George sont grands. Mais la réalité économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest lui permet-elle de satisfaire les attentes de ses concitoyens? Près de 10 mois après son arrivée au pouvoir, George Weah semble afficher plus d'inquiétude que d'enthousiasme. Alafé Ouakili, pas de propos offensants vis-à-vis de ses concitoyens, pas de brutalité. Il affiche une forme d'humilité et de respect vis-à-vis de ses homologues de la sous-région. On va dire quoi? Un début de présidence plutôt réussi pour George Weah. Oui, il a un parcours atypique, mais il n'a pas une présidence atypique. C'est ce qu'on peut dire. Il est un président normal, comme tout autre. Peut-être avec quelques mesures qui peuvent déranger au Libéria. Mais c'est un président normal. On a dit qu'il a un parcours atypique. Oui. C'est l'ancien footballeur qui est arrivé à son parcours. Ce n'est pas un haut fonctionnaire, un banquier énarque et un politicien classique et traditionnel, mais il est devenu un président normal. Brice Nzaba, est-ce qu'on s'attendait justement à ce qu'il soit un président normal? On s'attendait à ce qu'effectivement son parcours atypique lui laisse la possibilité d'avoir une présidence atypique. Là, la première épreuve, on l'a vu, c'est qui mettre au poste stratégique de l'administration. C'est vrai qu'il a hésité beaucoup, et puis après, il a balayé tout le monde. Directeurs centraux, directeurs généraux, il a mis ses hommes de confiance. Quelle appréciation faites-vous effectivement de cette méthode? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que c'est un homme politique qui est atypique, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que du fait qu'il n'a pas eu une expérience politique de terrain assez profonde, assez suivie, qu'il aurait pu être confronté à des difficultés déjà de maîtrise de la gouvernance. Parce que pour gouverner, souvent, il faut déjà avoir été expérimenté, avoir été soit d'abord député, avoir pris du temps, avoir été ministre, et avoir une certaine habitude du traitement des dossiers. Or, c'est quand on remarque, c'est que Weah, il ne faut pas oublier qu'il était le président Weah était un attaquant. Donc, on voit qu'il a toujours ces punchs-là, ces dynamismes de pouvoir s'imposer, parce que quand on est attaquant, il faut occuper le terrain, il faut avancer. Donc, dès qu'il prête serment, la première chose, il prend ses marques. Donc, il envoie un signal pour dire que c'est lui qui est le maître à bord. Donc, étant le maître à bord, il doit donc imposer ses hommes de confiance pour espérer réaliser son projet, puisqu'il a été élu sur la base d'un projet, et pour réaliser le projet, il faut des hommes de confiance. Donc il a montré qu'il sait être maître, être maître de son gouvernement, donc avec des gens qu'il faut à la place qu'il faut, comme il a dit lui-même, et par la suite, une fois qu'il a pris ses marques à l'intérieur, il faut prendre des marques à l'extérieur. Donc, il a envoyé des signaux à l'intérieur. Donc, il est sorti, il a mené une campagne diplomatique, il a rencontré des chefs d'État frontaliers pour pouvoir montrer qu'il s'inscrit dans une continuité de l'État et qu'il n'est pas atypique, il est un chef d'État normal, comme l'a dit mon prédécesseur. Et donc, il renforce les liens et à partir de là, il peut maintenant s'attaquer aux dossiers internes. Donc, je pense que ces débuts, en tout cas, on voit les signaux d'un président qui veut diriger. Qui a pris ses marques et qui est rentré dans les habits et dans les fonctions. Exactement, on dirait que le président Weah est président de son pays parce qu'il préside. Donc il envoie tous les signaux pour montrer qu'il préside. Voilà. Face aux camarades, vous, oui, bien sûr, il a pris ses marques, c'est vrai, mais vous parlez déjà de déception. Qu'est-ce qui vous déçoit chez le président George Weah, très rapidement? Pour le premier pas, en tant que Libérien, comme vous venez de dire, ou avant qu'on commence le débat, que ce n'est pas un décrypté, et le 10 mois, c'est tôt encore. Mais bon, à mon analyse, en tant que je suis Libérien, le débat de M. Zamba et Ouakili peut être un peu incomparé parce que je suis Libérien. Je vais parler à la place en tant que Libérien. Parlez-nous en tant que Libérien, s'il vous plaît. Le 10 mois, je sais que c'est très tôt, mais il faut qu'on commence les choses par État par État.
Et comme vous venez de dire, le premier président footballeur professionnel devenir dirigeant d'un État, on sait qu'il reste toujours atypique. Répondez-moi à ma question. Qu'est-ce qui vous déçoit déjà chez Georges Weah, s'il vous plaît, chez le président Georges Weah? Le premier pas, c'est que ce qu'on attendait aux côtés des infrastructures et même aux côtés des prix des choses, par exemple, le carburant. La cherté de la vie, vous voulez dire. Hein. Les denrées alimentaires ont augmenté depuis quelques mois. Les prix sont augmentés dans quelques mois. Et vous pensez que c'est la faute à Georges Weah, au président Weah? En tant que dirigeant, il est le premier responsable. Il est le premier responsable. De la cherté de la vie. De la cherté de la vie. Et on attend qu'ils peuvent faire quelque chose. En tant que les Libériens ont eu la confiance à Georges Weah pour voter pour lui, à mesure de 65% de population. On reviendra sur la demande sociale au Libéria, notamment sur les besoins en services sociaux de base. Alafé Ouakili, il avait un premier défi, c'est qu'il a mis au centre de son programme la lutte contre la corruption. Et ça, et depuis 10 ans déjà, une commission de lutte contre la corruption existe, est créée au Libéria. Et sur ce chantier-là, les Libériens l'attendent. On se dit on n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour commencer à agir. Il a dit en marge de sa visite en France en février 2018 que sa prédécesseur n'a pas fait grand-chose contre la corruption et que lui sera intraitable sur la question. La question aujourd'hui, c'est comment se fait-il qu'il met encore autant de temps à mettre en cause justement ceux qui se sont rendus coupables d'actes de corruption dans son pays? Vous savez, les actes de corruption, il faut peut-être des enquêtes. Oui. Il faut prendre le temps de le faire. Ce qu'on peut mettre à son crédit, je pense, hein, il pourrait être responsable, je pense, des actes qui auront été commis sous sa gouvernance par ses proches. Pour ce qui est du passé, en attendant d'en savoir un peu plus, il faut éviter d'agir en donnant l'impression de faire une chasse aux sorcières. Bien entendu, on peut nous dire qu'il a le soutien de l'ex-présidente qu'il aurait soutenu, donc il n'a pas envie de régler totalement les comptes, mais en la matière, je pense qu'il faut peut-être le juger sur ses propres collaborateurs et sur les actes qui seront commis sous sa gouvernance. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a des gens qu'il a nommés qui sont objets de corruption, qui s'enrichissent illicitement, de façon rapide? Est-ce qu'il y a une nouvelle classe au pouvoir qui fait des abus, qui utilise des privilèges de façon indue? Il me semble qu'on devrait l'observer sur ça, avant éventuellement de demander de fouiller les placards et de regarder ce qui s'est passé avant. Quand bien même il tenterait de le faire, beaucoup seraient tentés aussi de parler d'une chasse aux sorcières. Ça veut dire que c'est une mission qui est assez délicate. C'est une mission assez délicate. On va dire qu'il a trouvé une stratégie intelligente finalement. Il avait le souci de la préservation de l'unité et de la cohésion dans son pays. On sait qu'il a bénéficié du soutien entre les deux tours de sa prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf. Du coup, il a les mains liées. C'est pour ça qu'il ne peut pas tout de suite agir comme l'attendent les Libériens. Écoutez, moi, je ne dirais pas ça de cette façon, mais ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que le temps politique est différent du temps ordinaire. Le temps politique ne commence pas forcément à 6 heures pour se terminer à 18 heures. Voilà. C'est-à-dire que le temps politique est un temps qui s'inscrit déjà dans les discussions des projets de loi, parce que pour exécuter les projets pour lesquels on a été élu, il faut d'abord voter des lois qui vont vous donner le droit de faire ce qu'il y a à faire. Et donc il y a tout un temps nécessaire à respecter pour que ce qui est d'abord théorisé, visualisé et projeté prenne forme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le Libéria est un pays, on le sait bien, avec des divisions issues un peu des circonstances dans lesquelles ce pays a été créé. Beaucoup de rivalités. Voilà, et il y a des situations de rente très importantes. Des situations de rente très importantes, et c'est vrai qu'avec le soutien que le président Weah a eu, il y a certainement, je dirais pas, il est possible, voilà, c'est possible que parmi les gens qui ont soutenu le président Weah lors des élections, il est possible qu'il y ait des personnes qui pourraient faire l'objet des enquêtes. Voilà. Mais je pense qu'il n'est pas bon d'argumenter par des soupçons. Je pense qu'aujourd'hui, le président Weah a pris des engagements forts pour lutter contre la corruption. Il sait qu'il va, il sait contre l'impunité, il sait
qu'il va devoir se justifier devant les Libériens sur cet aspect-là. Et donc, il est dans son intérêt de poser des actes de nature à montrer aux Libériens que sur ces points, il n'a pas failli. Donc, il faut faire respecter la loi, la loi qui existe déjà contre la corruption d'ores et déjà. S'il y a des personnes contre lesquelles il est nécessaire d'engager des poursuites, il faut le faire. Voilà, parce que quand on est président, on est président. On peut donner des instructions au ministère de la Justice qui va saisir le procureur en charge, qui va engager des poursuites. Donc, à mon avis, il n'est pas besoin d'attendre que ses collaborateurs ou que sous sa législature qu'il y ait des actes de corruption pour qu'il engage les poursuites. Il faut le faire pour des faits. Vous pensez que il faut déjà... les constellations actuelles, des enquêtes. les conditions politiques actuelles lui permettent de le faire? Non, je pense qu'aujourd'hui, pour des enquêtes qui ont déjà été diligentées, avant même qu'il prenne ses fonctions, il faut qu'il donne les instructions, parce qu'il faut le dire, le chef d'État, dans son gouvernement, il y a un ministre de la Justice qui a sous sa tutelle des procureurs qui sont chargés d'engager des poursuites. Donc il suffit que le président Weah donne des instructions, ça va se faire. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre. Et maintenant, après, il faut rester mesuré. Le président Weah a certainement aussi son chronogramme d'action. Oui. Et dans son chronogramme, il y a une hiérarchie des priorités. Et dans ces priorités, les actes liés aux enquêtes relatives à la corruption vont avoir lieu au moment où lui, il décidera. Donc parce que c'est lui le président, c'est lui qui doit décider. Vous savez aussi, c'est compliqué aussi ces enquêtes. Comment poursuivre? On a eu l'histoire des conteneurs d'argent qui ont disparu. Oui. Il semble aujourd'hui que c'est un fait. Avec 97 millions de dollars. Voilà. Qui on doit poursuivre? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Non, on sait ce qui s'est passé. Il y a des conteneurs qui ont disparu. Donc on sait. Alors maintenant, est-ce que mais au résultat final, il n'y avait pas de décision concrète ou véritable. Mais on aurait bien qui était donné, c'était dit que oui, il y avait appris qu'il n'y avait pas de continent qui était perdu. Oui, comment peut-il savoir les citoyens qu'il y avait un continent perdu? Oui, mais ça, cher ami, c'est-à-dire que dans un système démocratique, il y a l'équilibre des pouvoirs. Il y a la presse. Il y a la presse, il y a des organisations non gouvernementales qui doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le politique n'est plus en mesure de fournir ce qu'il faut, la presse doit donc enquêter, mettre à la disposition de l'opinion publique nationale les résultats des enquêtes et au vu de ces éléments d'enquête, les organisations non gouvernementales prennent le relais, mettent la pression et le gouvernement agit. C'est ça, donc un État démocratique, c'est un ensemble de structures qui doivent fonctionner en harmonie. Il ne faut pas attendre que tout vienne de l'exécutif. Monsieur Faso, Faso Camara, quand on pose la question au président Weah par rapport aux seigneurs de guerre, ceux qui se sont rendus coupables de crimes de guerre pendant les 14 ans de guerre que vous avez connus, notamment Prince Johnson et autres, il répond: beaucoup de Libériens ont fait la guerre et ont commis des crimes. Si je dois arrêter tout le monde, les prisons seront pleines, pour ainsi dire, en filigrane. Ça veut dire quoi? Il est soucieux de l'unité, de la cohésion nationale à ce point. C'est pour ça qu'il accepte que les Libériens fassent ce sacrifice de fête à brase du passé et que vous regardiez tout simplement de l'avant. C'est une posture que vous comprenez en tant que Libérien? Oui, mais ce que je veux vous dire en tant que Libérien, George Weah, je vous dis d'abord, George Weah est l'origine de la première transition démocratique depuis 1944. Et de cela, il a des attaches seront titaniques dans un pays et une région d'Afrique rangée par pauvreté. Les conflits. On regarde les conflits d'abord et la corruption. Oui. Et le premier pas, c'est pour lutter contre la corruption. Et ceux qui font partie du gouvernement. Et comment peut-il lutter contre la corruption? Et la personne qui était à la tête de corruption est collaborateur du président George Weah. Vous parlez de qui? Vous parlez de l'ancienne présidente. Ellen Johnson Sirleaf. Oui. Et on n'a pas les deux s'entendent très bien, c'est vrai. S'entendent très bien. Et le premier parti, c'est quoi? On n'a pas encore vu une trace ou une réponse à la part de George Weah que franchement telle personne sera jugée par rapport à la corruption ou telle personne on mettra une enquête mesure pour la corruption. Et c'était le premier débat de George Weah. Même le premier voyage en France, c'était ça. Oui, il avait bien dit, c'était quoi? Lutter contre la corruption. On est d'accord. De rendre l'école gratuite et le développement infrastructure et la santé. Mais pour ces détracteurs, son programme reste toujours flou. Alors, Monsieur Camara, vous êtes en train de nous dire que le fait qu'il y ait aujourd'hui une bonne entente entre George Weah et sa prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf
compromet de facto les chances de voir traduits devant la justice ceux qui, sous le régime Johnson, ont pu se rendre coupables d'actes de corruption? Oui, mais tous les Libériens sont au courant que, même avant qu'il prenne le pouvoir, il avait dit qu'il n'a pas trouvé l'argent dans le budget. Oui. Et si on n'avait pas trouvé l'argent dans le budget, le 10 ans de Ellen Johnson, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y avait la corruption qui était là. On en parle. Et George Weah, il faisait partie du gouvernement passé en tant que sénateur. Il n'est pas étranger dans le gouvernement. Je propose, M. Faso Camara, qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Il était sénateur. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.